Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Nous inaugurons aujourd'hui un nouveau format de Cosmocène en forme de club, un Cosmo Club, avec des invités que je remercie immédiatement. C'est un format qui va permettre à chacun d'apporter des éclairages sur des sujets de dimension européenne, puisqu'évidemment l'échelle européenne reste l'échelle à laquelle, à Cosmocène, on veut réfléchir. Aujourd'hui, on parle donc d'Italie. Le titre de ces débats est La promesse Draghi. Et pour en débattre, nous allons écouter successivement Jérôme Gautret, qui est journaliste, correspondant à Rome du journal Le Monde, Caterina Avanza, qui est conseillère politique au Parlement européen dans le groupe Renew pour la délégation française, qui est aussi membre de la direction nationale du Parti démocrate italien, Francesco Saraceno, qui est économiste et qui est directeur adjoint du département des études de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Bonjour à tous et merci d'être ici. L'Italie vient donc de se doter d'un nouveau gouvernement. Mario Draghi est le nouveau président du Conseil après que le président de la République, Sergio Mattarella, lui a demandé de constituer un gouvernement sur la base d'une nouvelle majorité, puisque son prédécesseur Giuseppe Conte à Palazzo Chigi avait donc vu donner sa démission après que Matteo Renzi ait fait défection. Il n'avait donc plus de majorité suffisante à la tenue de son gouvernement. Cette alternance au pouvoir en Italie intervient évidemment au très mauvais moment, puisque l'Italie, comme les autres pays européens, fait face à la pandémie. Elle a payé un très très lourd tribut, puisque ce sont plus de 95 000 morts qu'il y a eu en Italie. C'est son économie aussi qui est extrêmement touchée, puisqu'on a souvent tendance à présenter l'Italie comme l'homme malade de l'Europe. Son économie, cumulant certains handicaps. Et c'est d'ailleurs cette réalité qui a dû prévaloir à la décision européenne d'accorder à l'Italie la plus grosse tranche du plan de relance appelé Next Generation, qui a été décidé, ce qui est une première historiquement, et sur la base de subventions et de prêts réalisés en commun. Donc, le nouveau président du Conseil aura pour responsabilité de décider d'un plan d'investissement pour distribuer cette manne. Il s'agit de 209 milliards d'euros. Et l'heure est donc à la relance. Or, Mario Draghi, dans la presse, est présenté comme l'homme providentiel, le réformateur en chef, qui va réussir là où les autres ont échoué, en parvenant à dépasser les clivages politiques, à faire taire les divisions pour que l'Italie se reprenne et regarde son avenir avec confiance et détermination. De fait, il se propose d'engager l'Italie sur un train de réformes structurelles qui n'ont jamais été entreprises auparavant, dans un pays vieillissant, dans un pays formidablement endetté, c'est 158% du PIB, et qui n'a pas vu d'ailleurs son PIB par tête progresser depuis 20 ans. Donc, si chacun s'accorde à penser qu'il va réussir, ce dont nous allons parler avec vous, c'est qu'il arrive auréolé de sa gloire européenne, puisqu'il a réussi à surmonter des épreuves alors qu'il était président de la Banque centrale européenne, après avoir été vice-président donc pour l'Europe de Goldman Sachs et qui est gouverneur de la Banque d'Italie. C'était donc de 2011 à 2019 qu'il a dû faire face à une série de crises, dont la crise des dettes souveraines, qui ont menacé l'intégrité même de l'euro. Et à cette occasion, Mario Draghi avait expliqué qu'il aurait fait ce qu'il devait, quoi qu'il en coûte, avait-il dit, whatever it takes, une expression qui est devenue véritablement historique et qui d'ailleurs au passage est devenue une entrée dans l'encyclopédie Treccani, ce qui est assez amusant. Il avait engagé la BCE à cette époque sur la voie tout à fait inédite du quantitative easing, et il avait montré qu'il était parvenu à créer le consensus sur une question très très délicate. Et donc c'est ce pourquoi en Italie, certains rêvent depuis un moment déjà, ça a traversé l'esprit de beaucoup de personnes, d'un Mario Draghi à la tête de l'Italie, d'un gouvernement donc italien. C'est donc désormais chose faite, l'homme le sait, il sait aussi combien il devrait être à la hauteur des formidables attentes et de la tâche qui l'attend. Il sait combien ce sera difficile puisqu'il est à la tête d'une majorité absolument baroque qui va du PD jusqu'à l'extrême droite avec la Ligue, en passant par les Cinque Stelle qu'on ne sait pas trop bien placer, et la droite de Forza Italia. En somme, il semble que Mario Draghi et l'Italie aient rendez-vous avec l'histoire. Alors, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec vous.
Mario Draghi a donc réussi à sauver l'Europe ou à sauver l'euro. Parviendra-t-il à sauver l'Italie? C'est la question qu'on se pose. Sur ce sujet, je vais céder la parole d'abord à Jérôme Gautret. Alors bonsoir Trémer, bonsoir tout le monde. Donc je suis correspondant à Rome pour ma part depuis 2016 et donc j'ai vu avec la confirmation de Mario Draghi mon 5e gouvernement commencer. J'ai commencé à l'époque du gouvernement Renzi, il y a eu un gouvernement Gentiloni et ensuite il y a eu 2 gouvernements Conte qui étaient tout sauf dans la continuité l'un de l'autre et enfin ce gouvernement Draghi. Il n'y a pas de voie générale à tirer de cette succession d'événements, juste peut-être quelque chose à remarquer qui tient peut-être à la physiologie un peu particulière du parlementarisme italien, qu'on a l'impression qu'il y a d'une certaine manière des crises physiologiques qui se produisent. À un moment de fatigue, le système se met à tanguer un petit peu et s'il y a une étincelle à ce moment-là, ça provoque une crise. C'est à mon sens ce qui s'est passé. L'homme par qui la crise est arrivée étant Matteo Renzi, mais peut-être bien que ça aurait pu se produire d'une autre façon sans lui, parce qu'il formulait des choses qui, à mon sens, étaient assez importantes, qui devaient être écoutées quant à la direction qu'allait prendre l'Italie sur ces 209 milliards. Et je pense qu'au fond, si Mario Draghi est arrivé à ce moment-là, c'est aussi parce qu'il y a eu chez beaucoup de gens la crainte de passer à côté d'une occasion du type qui ne se produit qu'une fois par génération. On a beaucoup dit, beaucoup de monde ont pu être amenés à dire que l'Italie pouvait enfin choisir, investir. On a beaucoup dit, beaucoup d'analystes m'ont expliqué dans les derniers jours que finalement, par le passé, l'Italie avait toujours choisi de faire des économies et jamais vraiment de faire des réformes. Bref, on se dit qu'il y a le moyen de faire du structurel et en plus de faire du structurel avec un peu d'argent. Parce que le problème, c'est toujours pareil, quand on fait des réformes structurelles, il faut avoir les moyens d'enrober un petit peu tout ça, on va dire. C'est très difficile de faire les choses en plus en faisant des économies. On voit bien d'ailleurs que ça a mené à chaque fois à des impasses, qu'elles soient politiques, comme par exemple le gouvernement Monti, ou par la suite économique générale, c'est-à-dire que le carburant n'arrivant pas, le moteur ne repart jamais. Voilà, donc pour toutes ces raisons, Mario Draghi est apparu à un moment sans doute comme une évidence. C'est assez curieux de se dire que à la fois, c'est tout sauf une surprise, parce que finalement, le nom de Draghi n'a cessé de circuler à chaque fois qu'il prenait la parole. Quand il a pris la parole à Rimini en août dernier, ça n'a pas du tout été écouté comme un discours de banquier central à la retraite. C'était un discours extrêmement politique et qui était écouté comme tel, qui a été l'objet d'une exégèse absolue. Moi, il y a un quotidien qui s'appelle Il Foglio, qui, juste avant Noël, a vendu dans tous les kiosques d'Italie une édition des meilleurs discours de Mario Draghi pour les fêtes de Noël. C'est quand même quelque chose de... Bon, voilà, c'est quand même quelque chose de particulier. Et ça veut forcément dire que ce Mario Draghi a quand même quelque chose de particulier. Ce qui m'a beaucoup frappé en travaillant un petit peu avec des gens qui l'ont côtoyé très longtemps, c'est que tout le monde m'a dit qu'il était devenu banquier sur le tard, finalement. Que c'était quelqu'un qui, avant d'être banquier, avait un parcours assez riche, d'ailleurs, d'universitaire, à la direction du Trésor. Il a quand même survécu à 10 gouvernements, ce qui n'est pas rien. Dans un poste comme la direction du Trésor, il a fait 750 privatisations. En tout cas, il ne les a pas toutes faites lui-même, mais je veux dire, il a coordonné une machine qui a opéré 750 privatisations d'entreprises d'État. Toutes ces choses constituent une sorte de portrait qui est beaucoup plus complexe qu'un portrait de pur techno. C'est un portrait de quelqu'un qui finalement a traversé le siècle, enfin le demi-siècle dernier, en occupant plein de postes de pouvoir assez différents les uns des autres, et avec une certaine habileté, parce qu'à chaque fois, il a finalement fait les choses d'une façon assez atypique. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et je finirai par là, c'est de constater que finalement, Mario Draghi a succédé à la Banque centrale européenne, à un banquier central classique, et que la personne qui lui a succédé, c'était une Christine Lagarde. Ce qui veut dire qu'au fond, pour qu'il y ait un tel changement dans le profil du poste, ça veut dire qu'il a changé le poste aussi. Ça veut dire qu'il l'a forcément pratiqué d'une façon atypique. Donc moi, ce que j'attends de lui, ce que
observateur, ce que j'ai envie de voir, c'est comment il va faire le président du Conseil, de quelle façon il va interpréter ce rôle-là. Merci, très intéressant. Le professeur Draghi, en fait, c'est vrai qu'il est dans une grande série de professeurs à la tête de l'Italie. Catalina Avanza. Oui, 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 bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, oui, effectivement, il ne faut pas oublier qu'en Italie, on n'appelle pas Mario Draghi, mais on appelle Super Mario. Donc, déjà, ça donne quand même un peu les attentes qu'on a du bonhomme. Après, voilà, moi, forcément, je voulais faire un peu une perspective vue. Je travaille à Bruxelles. Donc, c'est sûr que sur la sphère européenne, sans aucun doute, l'arrivée de Mario Draghi marque un saut européiste de l'Italie, senza se e senza ma, comme on dit en Italie, ce qui n'arrivait pas depuis longtemps, puisque voilà, Giuseppe Conte avait quand même un fardeau un peu compliqué à effacer, qui était celui d'avoir été à la tête d'un gouvernement sovrano-populiste avec Salvini qui désertait tous les conseils et Di Maio qui allait voir les Gilets jaunes. Après, Conte avait quand même réussi à se faire quand même aimer dans la version Conte 2, notamment parce que c'était l'allié idéal, entre guillemets, puisque voilà, c'était le premier ministre d'un grand pays sans aucune ambition européenne. Donc, par définition, c'était le voisin un peu encombrant que tout le monde aime avoir. Dans son discours au Sénat, Mario Draghi, quand il parle de souveraineté européenne, chose assez rare en Italie, on en parle très peu, d'une Italie forte dans une Europe forte, s'inscrit évidemment dans la lignée des pères fondateurs. Et par la même occasion, il renvoie quand même un message assez clair aux chancelleries européennes, c'est-à-dire Italy is back. Donc il n'y a plus que le discours de la Sorbonne. Maintenant, il y a aussi Mario Draghi himself, qui de facto incarne le projet européen, incarne la puissance de l'Europe et de l'euro. Voilà. Après, malgré évidemment son poids politique, l'entreprise ne va pas être très simple parce que voilà, l'Italie reste un pays avec une opinion politique compliquée sur l'Europe. C'est quand même un pays qui est passé d'un pro-européisme énorme à un euroscepticisme majeur, et ce bouleversement d'opinion s'est fait justement dans les années qui ont suivi l'adoption de l'euro. On ne va pas rentrer ici sur voilà, les causes. Est-ce que l'euro a vraiment été la cause d'une paupérisation du pays? Ce n'est pas le propos. Le fait est que Mario Draghi et l'euro sont la même chose dans l'opinion. Donc, c'est un tout. Donc, l'enchantement européiste peut, à mon avis, vite s'évanouir. Et l'autre risque, évidemment, c'est aussi que, comme tu le disais au départ, Mario Draghi n'a pas derrière lui la Ve République ni un majoritaire à double tour. Il a un agglomérat de partis très différents qui sont voilà, aussi, pour certains, eurosceptiques, malgré les revirements de dernière minute de Salvini avec son short, la felpe avec voilà, le drapeau. Mais globalement, voilà. Après, quand on regarde le côté plus interne, moi je trouve que le premier gros changement de Mario Draghi, c'est sa méthode. Tu l'as dit toi aussi, c'est un Premier ministre qui a vécu à l'étranger, qui a travaillé à l'étranger et qui a la volonté aussi d'importer en Italie ce qui marche ailleurs. C'est une grande nouveauté. En Italie, on pense toujours découvrir l'eau chaude, mais parfois, il faudrait quand même avoir un peu d'humilité de regarder ce qui se fait ailleurs. Et après, il a une méthode de travail circulaire, interministérielle, qui est typique des pays nordiques et qui est absolument absent en Italie. Ça, moi, je pense que ça sera très intéressant de voir comment il va travailler avec ses ministres et avec la fonction publique italienne, qui n'est pas une mince affaire. Après, évidemment, beaucoup d'optimisme sur sa capacité de donner à l'Italie un visage nouveau en matière économique, la création d'un environnement plus propice pour créer des entreprises, pour attirer de nouveaux investisseurs. Francesco sûrement va en parler après. En revanche, et je conclus juste sur ce petit bémol, moi je suis honnêtement beaucoup plus perplexe quant à la modernisation culturelle du pays. Clairement, ce n'est pas Mario Draghi, c'est pas avec Mario Draghi la taille du patriarcat en Italie. C'est un homme blond d'un certain âge, très croyant, porté par le monde catholique, ce qui est un vrai atout politique en Italie, mais ce qui n'est pas vraiment une promesse
en matière des droits des femmes, par exemple, d'empowerment féminin. Or, c'est vrai que dans son discours au Sénat, moi, il y a plusieurs maladresses qui ont un peu confirmé mes craintes. Voilà, par exemple, quand il dit le fait de vouloir une parité d'opportunités et pas de quotas, certes, sauf que sans quotas, toutes les études le disent, il n'y aura pas de parité économique et politique avant 200 ans. Donc, bon, ça fait quand même un peu beaucoup attendre. Et le gouvernement, qu'il a quand même l'honneur de présider, n'est pas paritaire. Or, aujourd'hui, il y a peu de grandes démocraties occidentales qui n'ont pas de gouvernement paritaire. Autre point, et vraiment je conclus, qui m'a surpris, c'est le fait que, encore une fois, on parle de immigration toujours et encore appréhendée comme une vague migratoire, comme premiers arrivants. Il n'y a pas eu un mot sur les plus de 5 millions d'étrangers qui vivent en Italie, qui représentent quand même 8% de la population. Pas un mot voilà, sur la prolifération d'actes racistes, homophobes, antisémites. Pas un mot non plus sur la culture de la légalité dont l'Italie a énormément besoin, notamment au sud de l'Italie, mais pas que au sud de l'Italie. Donc voilà, clairement, je pense que sur toutes ces questions dites sociétales, mais qui à mon sens ne sont pas moins importantes que les questions économiques, à mon avis, Mario Draghi ne sera pas l'homme présidentiel, malheureusement, mais j'espère évidemment me tromper. Merci Catherine, très intéressant. On aura l'occasion de revenir sur certainement certains des aspects que vous avez soulevés. Francesco Saraceno. Bonsoir, merci beaucoup Tremer pour l'invitation. Et bon, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je partage la plupart des choses que vous avez dit. Moi, je voudrais partir de 2 ou 3 observations qui en fait complètent un peu les cadres que nous a donné Tremer au début. Donc, la première, c'est que ce gouvernement va être un gouvernement de courte durée. C'est-à-dire, au maximum, ça va être 2 ans. Et ces 2 ans, si Draghi ne va pas au Quirinale, s'il ne devient pas président de la République, comme tout le monde prévoit, si Draghi devient président de la République, c'est un gouvernement qui va avoir 11 mois, plus ou moins, de travail devant lui. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que, comme le Premier le disait, c'est un gouvernement qui ne découle pas d'une majorité politique. Il y a une majorité numérique énorme au Parlement, en fait, 83%, je crois, des députés et des sénateurs, plus ou moins, mais il n'y a pas de majorité politique. C'est-à-dire, il n'y a pas, nous, on a une démocratie parlementaire, il n'y a pas eu des partis qui ont discuté, qui se sont mis d'accord sur un programme partagé, et après, ils ont trouvé un homme pour l'incarner. C'est plutôt le contraire qui s'est passé. Il y a eu des gens qui ont donné confiance à Mario Draghi à l'aveugle, entre guillemets, et lui, après, il a fait un discours qui a plu à, bon, plus ou moins bonne foi à tout le monde. On sait bien que Salvini est devenu tout d'un coup européiste. Mais bon, ça, c'est presque du folklore. Pourquoi je commence par ces constats? Parce que je crois qu'un gouvernement de ce type-là, avec cette durée et cette nature politique, et qui est mené par un technocrate, même si je suis très d'accord que c'est un technocrate avec des qualités d'homme politique extraordinaires. Il a fait un travail à la Banque centrale européenne absolument incroyable. Moi, je suis économiste, donc j'ai suivi toutes les discussions qu'il y a eu sur le quantitative easing et sur toutes les façons qu'a trouvé Draghi de dénaturer la politique monétaire européenne pour sauver l'euro. Et il l'a fait avec un flair politique et une capacité politique de mettre finalement en minorité les faucons dans la Banque centrale qui a été absolument exceptionnel. Mais il reste un technocrate de nature. Et donc, on a un homme qui n'a pas un profil politique, qui est à la tête d'une majorité très hétérogène et qui va avoir un gouvernement de très courte durée. Pourquoi je mets tout ça ensemble? Parce que je crois que ça délimite, si vous voulez, à mes yeux, ce qu'il devrait et qu'il pourrait faire pour l'Italie. Et je m'explique. Si Draghi s'engage dans des grandes réformes de structure dont l'Italie a besoin, il risque de se heurter à un problème de légitimité démocratique, de quelque manière. Au nom de qui et de quelle majorité et de quelle plateforme politique il va réformer les retraites dans un sens ou dans l'autre. Il va réformer les marchés du travail dans un sens ou dans l'autre. Donc, je pense qu'il serait avisé que Mario Draghi ne se lance pas dans des chantiers de ce type-là. C'est l'erreur qu'a fait Mario Monti, par ailleurs, en 2012. Mario Monti, il est arrivé avec un programme politique très précis, qui est un programme austéritaire. Bon, là,
l'avantage que Draghi a, c'est que Draghi doit dépenser, ne doit pas économiser, donc ça lui donne de la latitude et de l'ampleur d'analyse, mais ça reste quand même un technocrate qui ne devrait pas aller toucher à la structure de l'économie italienne, devrait préparer les champs pour qu'après il y ait un débat politique à l'occasion des prochaines élections sur ce que les différents partis veulent faire pour réformer l'Italie. Et après, selon les vouloirs des électeurs, on arrivera à avoir telle ou telle politique. Bon, ça, on verra. Donc, moi, j'espère qu'il va se limiter en Italie à la tâche qui est déjà énorme de nous sortir de cette pandémie, c'est-à-dire d'un côté, travailler sur la vaccination et de l'autre, travailler sur les plans de relance de 210 milliards qui, par ailleurs, à mon avis, ne va pas être très différent de celui du gouvernement Conte, parce que le gouvernement Conte avait fait sur ça un travail, je dirais, plutôt discret. Bon, ce n'était pas génial, mais bon, ce n'était pas non plus tout à jeter. Et où, en revanche, Draghi pourrait vraiment changer la donne, et j'ai rejoint un peu ce qu'on a dit avant, c'est sur les dossiers européens. Parce qu'en Europe, il arrive en Europe, même si on a seulement un an, c'est un an un peu particulier. C'est-à-dire c'est un moment où on a Angela Merkel qui va se retirer, Macron qui, à mon avis, dans les prochains mois, va complètement se retourner à l'intérieur parce qu'il a quand même une élection à gagner en 2022, et ça, ce n'est pas évident pour lui avec la pandémie et tout. Et donc, il sera un peu l'homme le plus charismatique au Conseil européen. Il est le chef d'un grand pays, même si en mauvaise santé. Il a un charisme, une réputation absolument incroyable. Et il y a plein de dossiers sur lesquels, dans les prochains mois, on pourrait avancer. Bon, peut-être un peu plus tard, la réforme des règles budgétaires, la taxation des multinationales, les salaires minimums. Il y a plein de dossiers aujourd'hui qui sont sur la table, qui ont été sur la table très longtemps, mais de quelque manière n'avaient pas de pression politique pour qu'ils avancent. Aujourd'hui, ces dossiers sont en train d'avancer, et donc c'est là où je pense que Draghi pourrait jouer un rôle très important. Moi, s'il se limite à l'ordinaire, qui est un peu extraordinaire vu la situation en Italie, il met toutes ses énergies sur la refonte de la gouvernance européenne, qui a été quand même mise à dure épreuve par des crises en 10 ans, je pense que du coup, il pourrait vraiment sauver l'Italie par ces biais-là. C'est-à-dire faire marcher mieux l'Europe, finalement, ça serait la chose meilleure qu'il pourrait faire pour l'Italie. Merci. C'est intéressant que vous insistiez là-dessus parce que c'était une question que je voulais vous poser. Parce que, vu en Italie précisément, Draghi, on voit il y a une pile de dossiers tout à fait considérable qui regardent l'Italie. Mais vu depuis l'Europe, évidemment, on attend beaucoup justement du rôle qu'il va jouer. Et comme vous l'avez très bien expliqué, je pense qu'il arrive à un moment où il peut incarner très certainement, jouer un rôle assez important. Sinon, vous avez tous insisté sur les conditions, d'une certaine façon, qu'il devait préparer pour aller au-delà même de son gouvernement, c'est-à-dire mettre en place en fait les éléments nécessaires à la réforme qui devra se faire de toute façon bien au-delà de son gouvernement. Ce pourquoi vous êtes très attentif au style Draghi. Est-ce qu'il y aura un style Draghi? À ce sujet, je signale simplement qu'il a nommé une porte-parole qui vient de la Banque d'Italie et à qui il a demandé déjà comme première indication de ne pas intervenir sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si ce sera significatif, mais en tout cas, ça montre qu'il y a un style qui est propre en général à la retenue, à la discrétion. Je vous cède la parole pour vous réagissiez à ce que vous avez dit les uns les autres. Caterina, voulez-vous dire quelque chose? Oui, moi je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Après, il y a quelques réformes structurelles auxquelles Mario Draghi ne va pas pouvoir s'échapper. Oui, par exemple, la réforme du système judiciaire et en particulier de la justice civile. Ça, c'est une condition sine qua non à l'attribution des fonds du Next Generation EU et aussi la réforme de la public administration, de la fonction publique, non pas tout à fait, mais de l'administration publique. Et ça aussi, ce n'est pas une mince affaire. Il n'y a pas qu'un dossier de digitalisation, mais il y a une obligation, entre guillemets, en tout cas clairement dite, parce que comme vous le savez, le Next Generation EU, c'est un plan qui est
qui a quand même quelques conditions, pas macroéconomiques bien sûr, mais effectivement de performance structurelle des pays. Et c'est très bien que ça soit ainsi, personnellement, je pense, parce qu'effectivement, voilà, c'est très démontré que la lenteur de la justice civile est un empêchement aux conditions d'investissement des entreprises en Italie, ce qui fait qu'on peut mettre tous les milliards qu'on veut, mais après, si un euro un euro public investi ne crée pas le levier d'investissement privé qui est nécessaire. Je me permets aussi de rebondir sur la leadership européenne. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Francesco par rapport au leadership européen. C'est vrai qu'Angela Merkel va se retirer et que, heureusement, à la CDU, a gagné une ligne européiste. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a la présidence française en début 2022, 6 mois avant la présidentielle française. Et honnêtement, moi, je pense qu'Emmanuel Macron va énormément essayer de faire avancer des choses pendant la présidence française, aussi parce que tout le monde lui reconnaît un succès dans son programme sur la sphère européenne, sur la sphère interne, c'est beaucoup, beaucoup plus mitigé. Donc, je pense que là, tout intérêt, et je crois comprendre qu'il va essayer de jouer assez lourdement cette carte-là, qui est la carte européenne, qui finalement, il faut l'admettre, c'est celle qui lui réussit le mieux. Tout à fait. Merci, Katharina. Avant de céder la parole à Jérôme, je rappelle simplement que dans le discours au Sénat qu'a fait Mario Draghi, il a évidemment esquissé toutes les réformes qu'il entendait faire, donc c'est évidemment très large, mais il avait abordé les points que vous évoquiez qui sont très très attendus en Italie, à savoir la réforme de l'administration publique, effectivement, de la justice également, qui sont vraiment des choses qui sont tout à fait attendues. Il avait insisté d'ailleurs au passage énormément sur l'importance d'insister sur la formation et l'éducation, parce qu'il l'avait déjà dit d'ailleurs dans son discours à Rimini, qui est un sujet sur lequel peut-être il n'y a pas eu suffisamment de réaction d'ailleurs de mon point de vue. Jérôme Gautret. Non, sur le sujet de l'éducation, tu as raison, c'est quelque chose qui est très étonnant, à quel point le débat sur l'école peine à exister dans la discussion générale en Italie. Ce n'est pas un sujet sur lequel on s'écharpe comme on peut être habitué à s'écharper en France et même dans d'autres pays. Je sais pas, peut-être qu'en France, il y a une singularité à l'inverse là-dessus. On aime s'écharper sur l'école. Mais ça a été très, très étonnant de voir avec quelle facilité les écoles sont restées fermées quasiment 1 an au sud de l'Italie sans que ça provoque une tempête, par exemple. Ça, moi, c'est de mon point de vue d'observateur quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonné. Non, je voulais revenir sur la question de la légitimité démocratique de Draghi. Je trouve ça très intéressant parce que, en réalité, évidemment, il y a une analogie. Il est élu par tout le monde à la fin parce que finalement, tout le monde lui vote la confiance, sauf Fratelli d'Italia et une quinzaine de dissidents des 5 étoiles. Il y a quand même une différence avec les autres élections de ce type, qui, par exemple, celle de Mario Monti, c'est que personne n'a voté pour lui avec un fusil sur la tempe. Je veux dire, il n'y avait pas de pression, qu'elle soit de Bruxelles ou des marchés. Il n'y avait rien qui obligeait à ce moment, comme parfois l'Italie a pu se trouver en situation d'être obligée de donner un message, de rassurer les marchés, de rassurer ses partenaires européens. Ce qui est très étonnant, c'est que cette crise, elle a été générée par des raisons purement italiennes. Évidemment, il y a la pandémie et il y a aussi la perspective du plan de relance, mais ce n'est pas une crise qui a été fondée sur la pression extérieure. En cela, le choix de Mario Draghi est assez curieux, parce qu'en réalité, un profil comme celui de Mario Draghi pouvait être le genre de profil qui rassure les marchés en cas de tempête, on va dire. Mais là, vraiment, il n'y avait pas de tempête. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de pouvoir lire le lendemain de la désignation de Mario Monti, comme si c'était un signe du fait que vraiment les marchés l'adoraient, que le spread était descendu de 100 à 90. Ça n'a aucun sens, en fait. Je veux dire, OK, il a bougé, mais enfin, il est tellement bas que c'est même plus un sujet, en réalité. Le spread n'est pas un sujet en ce moment. Donc, il y a quelque chose qui va s'offrir, qui va être sans doute peut-être un atout dont je pense Mario Draghi va essayer de se servir. Il va sans doute essayer d'impliquer les partis. Il a l'air d'avoir envie de les impliquer. Il a mis pas mal de ministres, finalement, à la fin dans son gouvernement, qui sont des ministres politiques. C'est que finalement, personne ne sera obligé de le suivre. C'est-à-dire qu'à un moment, si un parti n'est pas d'accord, ben, il pourra partir. Ça, c'est pour moi la très grande différence
avec l'expérience Monti, par exemple, où là, de fait, il y a eu des décisions politiques très lourdes qui ont été prises avec l'impression qu'elles étaient dictées par quelqu'un qui est extérieur à la pièce. Là, personne ne peut se prévaloir de quelque chose comme ça. Et personne ne pourra dire que l'agenda est dicté par une menace, quelle qu'elle soit, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. La seule menace, elle est sanitaire, et c'est déjà suffisant, je trouve. Je suis très, très sensible à ce qui vient d'être dit, parce que ça me paraît très, très pertinent. Je signale d'ailleurs que Draghi a 69% d'approbation dans les sondages actuellement. Oui, ça ne veut pas dire grand-chose. 13%. Oui, ça ne veut rien dire, ça. Absolument, absolument, ça va y aller. Sur la question des réformes qui sont, du point de vue italien, absolument impérieuses, on a parlé de l'administration publique, de la justice, il y a surtout la question de la réforme fiscale qui, manifestement, est absolument essentielle. Un mot là-dessus, Francesco, sur les dossiers les plus lourds qu'attendent Draghi dans le domaine notamment économique, quels sont-ils? En fait, ça c'est un bon exemple de ce que je souhaite qu'il fera. Je ne sais pas s'il le fera, en fait, mais ce que je souhaiterais qu'il fasse, en fait, c'est la réforme fiscale, c'est un très bon exemple, parce qu'il s'agit certainement de simplifier les millefeuilles italiens. Bon, il y a des millefeuilles dans tous les pays, mais en Italie, c'est particulièrement marqué. La dernière réforme date, si je me souviens bien, du début des années 80. Donc, depuis, on a continué à ajouter des choses de façon plus ou moins non coordonnée. Il y a une méthode qui a été énoncée qui est très bonne, c'est-à-dire la méthode de ne pas aller changer des petits bouts du système, de réorganiser les systèmes dans son ensemble. La reconnaissance du fait que, bon, tout expert sait très bien que le système est un tout, et par exemple, l'équité du système ne dépend pas de la norme individuelle, mais dépend de comment les différentes normes s'articulent entre elles. Ça, c'est très bien. Et il y a un potentiel, et ça je reviens aussi à ce que disait Catherine, c'est clair que par exemple sur la réforme de la justice, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont consensuelles, du coup, sur lesquelles il n'y a pas de controverse à faire, et donc du coup sur lesquelles on peut et on doit agir. Et sur la réforme du fisc, c'est la même chose, il y a une réorganisation générale du système qui peut se faire de façon assez consensuelle. Après, il y aura des choix à faire sur les poids de la taxation sur les différentes catégories sociales et sur les différentes tranches de revenus, etc. Ça sera un choix politique que Draghi devrait laisser au gouvernement suivant. Donc, de quelque manière, ça me permet aussi d'expliquer un peu mieux ce que je voulais dire avant, il est souhaitable qu'on réorganise, mais qu'on laisse les choix à qui va suivre, qui aura une majorité purement politique. Parce que sur cette histoire, je rebondis rapidement sur ce que disait Jérôme. C'est vrai que personne n'avait les fusils à la tête quand ils ont voté pour Draghi, mais c'est aussi vrai que bon, il y a un parti qui sait, 5 étoiles, qui sait que les prochaines élections vont être décimées du point de vue de la représentation. Donc, il y a plein de gens qui ont voté tout simplement pour se garantir encore quelques mois des salaires. Il y a un autre parti, la Lega Nord, qui est pratiquement déchirée entre une aile européiste qui a besoin de l'Europe, qui est des petites entreprises du Nord, et l'aile populiste. Et donc, le seul compromis possible, c'était celui qu'on a vu, c'est-à-dire de jouer la responsabilité, parce que sinon le parti aurait éclaté en morceaux. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas de pistolet extérieur, il n'y avait pas les spreads, pas les marchés, etc. Mais il y avait une très forte pression de matériel qui a servi à recomposer de quelque manière un consensus que je pense après sur les dossiers individuels va à nouveau éclater. J'espère que Jérôme a raison, mais je crains qu'il ne l'a pas. Non, mais ça serait, par ailleurs, quand il y a une unanimité, il y a toujours un malentendu. Hein. Oui, exact. Voilà. Oui, c'est vraiment d'accord. Voilà. Une chose simplement, on va terminer, je vais céder la parole à Katharina. À vous entendre, il va préparer le terrain, mais en fait, il va céder le flambeau à son successeur. Ça, c'est ce que je souhaite. Je ne sais pas s'il va le faire. Mais Francesco, il doit préparer le plan national dans le contexte de la relance et il doit le présenter aux institutions européennes. C'est en octobre, si je ne m'abuse. Enfin, c'est à la fin de l'année. Non, c'est 30 avril. 30 avril. Pardon, 30 avril. Ça va très, très vite. Il va bien falloir qu'il ait déjà dans son plan, je veux dire, des réformes engagées.
Donc, est-ce qu'il va toucher déjà, enfin, est-ce qu'il va faire des propositions dans le domaine fiscal ou pas à cet égard, ou est-ce qu'il va se contenter de… Mais oui, c'est ce que je disais avant. Bon, déjà, il n'a pas beaucoup de temps. Deuxièmement, les plans du gouvernement Conte avaient déjà touché les grands sujets. C'est bon, il y a l'allocation des fonds, ça c'est largement déterminé par les guidelines de la Commission qui a donné même des pourcentages. On va avoir 37% sur la transition écologique, 20% sur la digitalisation. Donc là, il n'y a pas de choix, en fait. Et les gouvernements précédents avaient, sur les côtés réformes, déjà mis en exergue les choses dont parlait Catherine, c'est-à-dire la fonction publique et la justice. Après, ce que Draghi va faire, à mon sens, il ne va pas complètement révolutionner ses plans. A, parce qu'il n'y a pas le temps, et B, parce que, je le répète, c'est un plan qui est qui tient la route. Il va probablement terminer les boulots qu'aurait dû terminer le gouvernement Conte s'il n'avait pas terminé son expérience, c'est-à-dire de donner des contenus un peu plus concrets à ces grands chapitres qui sont là, parce que c'est vrai que dans les plans qu'on a vus jusque-là, les projets d'investissement étaient seulement énoncés, mais pas détaillés. Ça devait venir plus tard, donc ça va le faire. Il y aura probablement quelques projets qui vont sortir et d'autres qui vont rentrer, donc à la marge, il y aura quelques changements. Et sur les dossiers réformes sur lesquels il y avait le plus de critiques, disons de bonne foi, parce que c'est là, sur les chapitres de réforme, que les plans Conte étaient là, du coup, un peu trop vagues. Et sur ça, il va y mettre du contenu, c'est-à-dire quelle réforme de la justice, quelle réforme de l'administration publique, etc. J'espère, et je répète, qu'il va faire tout ça sans aller, si vous voulez, clairement dans des directions qui sont plus politiques et dans lesquelles il faudrait qu'il y ait un choix plus avisé. Sinon, on va avoir un Monty II, c'est-à-dire on va avoir quelqu'un qui va faire des réformes bonnes ou mauvaises, je ne sais pas, mais qui vont encore creuser l'écart entre la population et la politique et nourrir le populisme. Donc ça c'est ça les risques. Le risque, c'est que Draghi se transforme en Monty. Vous partagez, Caterina, ce point de vue? Oui, il y a toujours un risque avec un gouvernement technique, même si ce gouvernement, pour moi, ressemble beaucoup plus à un gouvernement Ciampi qu'un gouvernement Monti, mais c'est sûr que c'est toujours un risque. Et d'ailleurs, dans les gouvernements techniques, en général, en Italie, après, il y a la droite qui arrive. Enfin, plus ou moins, ça arrive assez souvent qu'il y a un revirement à droite. Moi, je pense aussi qu'il y a un risque effectivement politique dans la balance dans laquelle le gouvernement a été construit, c'est-à-dire que Salvini a pris des ministères qui sont effectivement des ministères assez consensuels, le tourisme, le handicap, enfin voilà, effectivement l'initiative économique, mais bon, comme il y aura beaucoup d'argent, c'est quand même plutôt consensuel, quand en fait la gauche a pris plutôt des gouvernements peu consensuels, typiquement l'emploi, qui va être un dossier très chaud. Et donc c'est vrai que là-dessus, peut y avoir des mal de bide au sein de la coalition de Mario Draghi, parce qu'au bout d'un moment, pourrait aussi y avoir voilà, un déséquilibre trop important de responsabilité portée par les choix de ce gouvernement par rapport aux partis politiques. Ça, je pense que c'est un risque. Après, moi, je pense qu'il fera quelques réformes parce qu'il est obligé. Après, ce n'est pas des réformes qui ont un impact capital humain. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire la réforme de la SNCF avec les questions… voilà, il ne va pas faire la réforme de la fonction publique ou genre de réforme. C'est plus des réformes structurelles pour l'efficacité du pays. Donc, le risque politique est plus réduit que la Fornero qui avait fait Mario Monti, clairement. Il est quand même obligé de le faire parce qu'aujourd'hui, l'Italie arrive à dépenser 1 euro sur 7 des fonds structurels européens. Si on reste comme ça, les 209 milliards d'euros avant 2026, il n'y a aucune chance qu'on arrive à faire quelque chose. Donc, Super Mario ou pas Super Mario, au bout d'un moment, c'est les 100 derniers mètres qui comptent, c'est-à-dire le gars qui sort l'appel d'offres au bon moment avec les bonnes procédures, etc. Donc ça, c'est le gros défi que Mario Draghi a derrière lui. Et pour le coup, moi, voilà, j'aurais mis, honnêtement, si j'avais été lui, un technicien aussi
à la fonction, à l'administration publique et pas un politique comme Brunetta si j'avais été lui, parce que les 100 derniers mètres sont les plus critiques et à mon avis, c'est là-dessus qu'on va avoir beaucoup de difficultés pour l'implémentation du plan de relance. Merci. Jérôme Gautrin, on va terminer avec vous. Si vous voulez. Non, effectivement, ce que je retiens, c'est qu'on est tous avec cette impression que ça va être de toute façon une expérience effectivement de courte durée. Moi, ce que je crains par-dessus tout, c'est que la perspective du Quirinal ne bloque un petit peu certaines choses. C'est-à-dire que si Mario Draghi est obsédé par l'idée d'atterrir au Quirinal, il va essayer de contenter tout le monde, et ce gouvernement est traversé par de telles disparités, désaccords, qu'à la fin, il risque d'être obligé de passer son temps à faire des arbitrages entre tout le monde. Et moi, finalement, à la fin, ce que je craindrais plutôt, ce serait qu'il devienne une sorte de super comté, c'est-à-dire quelqu'un qui passe son temps à arbitrer entre toutes les composantes politiques. Et ça, c'est peut-être encore pire que de devenir un Monti 2, ça serait d'être un Conte 3 quand même. Ça serait un échec sans doute pour lui, en tout cas pour tout ce qu'il a essayé d'incarner. Merci. Bon, on va regarder ça. Ce que je vous propose qui serait intéressant, peut-être, c'est dans quelques mois de se donner un nouveau rendez-vous sur la base de ce qui aura été fait. On essaiera. Je termine juste sur une chose, Jérôme. La Constitution italienne permet de toute façon au président de la République en poste d'être à nouveau reconduit, d'avoir un nouveau mandat. C'est arrivé avec Napolitano, donc c'est aussi possible à la limite que Mattarella reste en place et cède sa place par la suite éventuellement à Draghi. Enfin bon, ça c'est de la politique fiction. Il a déjà dit qu'il n'est pas question. Mais bon. Il a dit, bon, écoutez, merci à tous, c'était très intéressant. J'espère que ça a été utile pour ceux qui nous écoutent. Et donnons-nous donc rendez-vous dans quelques temps pour voir ce que Draghi aura fait, si toutefois il est encore là, puisque à vous entendre, l'expérience devrait être de beaucoup plus courte durée que ce que la presse a bien voulu en dire. Merci. Merci. Merci à vous tous. Au revoir.